Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette table ronde en direct de la 4e édition du Sustainable Cities Summit à Paris. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Fournier, donc vice-président aux mobilités, aux transports et aux intermodalités à la région Centre-Val de Loire. Bonjour. Bonjour. Et Wilfried Schwartz, vice-président délégué aux politiques de mobilité et aux schémas cyclables à Tours Métropole Val de Loire et président du syndicat des mobilités de Touraine. Bonjour. Bonjour. Et là, on se retrouve ensemble pour une conversation sur les enjeux de mobilité durable et d'aménagement du territoire, donc sur les angles de la résilience et de l'innovation. Donc, un petit tour de table, un contexte territorial. Donc, Monsieur Fournier, Monsieur le vice-président, pourriez-vous inscrire cet échange donc, autour des mobilités durables dans votre contexte régional donc, quels sont les enjeux de mobilité en fait en Centre-Val de Loire? Dans la région Centre-Val de Loire, il y a plusieurs enjeux. Déjà, le contexte territorial est avec des deux métropoles, mais qui sont pas des hyper-métropoles, qui sont des métropoles à taille humaine, et puis un ensemble d'agglomérations de taille moyenne et des zones rurales. Ces zones rurales qui, pour la plupart, ont choisi de pas prendre la compétence mobilité dans le cadre de la loi d'orientation sur les mobilités. Donc la région est compétente dans plus de 80% des territoires de la région en termes de mobilité. Ça, c'est le contexte territorial. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas ensemble, on travaille avec tous les agglomérations, les métropoles et les communautés de communes qui ont pris la compétence. On a notre stratégie, elle est basée sur 3 éléments. Le premier élément, c'est rendre un service public, parce que souvent on l'oublie, le premier service public de transport tous les matins sur les territoires ruraux de la région, c'est le transport scolaire. 115 000 enfants, plus de 2000 circuits, un peu plus de 2300 cars scolaires qui circulent, qui irriguent l'ensemble des territoires de la région. Et je crois que c'est important de le dire, c'est vraiment essentiel. C'est la première chose, un vrai service public qu'il faut rendre. Et on le voit aujourd'hui avec quelques difficultés de recrutement des chauffeurs, d'augmentation de l'énergie, etc. Le deuxième enjeu, c'est développer les transports publics, dans un premier temps, les transports publics collectifs. Mais ça, on porte ces enjeux-là avec les métropoles et les agglomérations. C'est les développer et notamment les développer avec sur les territoires les plus ruraux, rééquilibrer le développement des transports collectifs dans les territoires ruraux. Et le troisième enjeu, c'est développer des formes de mobilité infraterritoriale, ce qu'on appelle infraterritoriale, issu de la loi d'orientation sur les mobilités, c'est-à-dire apporter des nouveaux services, notamment sur l'usage, basé sur des usages collectifs, et pas uniquement sur des réponses individuelles. Très bien, merci beaucoup. Et Monsieur Schwartz, donc là, on va zoomer sur la métropole de Tours. Comment vous inscrivez-vous dans ce contexte régional, du coup, qui vient d'être décrit? Donc effectivement, la particularité, c'est que la métropole de Tours, plus précisément le syndicat des mobilités, donc a la compétence mobilité, transport. Donc on doit travailler en articulation, en effet, avec la région, hein, puisque on a la chance d'avoir une étoile ferroviaire vraiment très complète. Donc on se pose les questions d'articulation entre notre étoile ferroviaire et puis on va dire le transport plus urbain. Alors nous, un syndicat des mobilités, on va être dans les problématiques aussi extrêmement concrètes du quotidien. On a 313 000 habitants sur le territoire métropolitain, donc en effet, c'est pas une grande métropole. On a le statut de métropole, mais c'est pas une grande métropole. Et le syndicat des mobilités intervient sur 25 communes, c'est-à-dire au-delà, un petit peu au-delà du périmètre du territoire métropolitain. Donc nous, notre sujet, ça va être les déplacements du quotidien. Et en 2018, le syndicat des mobilités donc a réalisé une grande enquête mobilité qui était validée par le CEREMA. Et donc, on a un certain nombre de questions à se poser, à régler. Alors, je vais vous donner déjà quelques chiffres. Hein. Chez nous, 11% des déplacements sont réalisés en transport en commun seulement. 3% de ces déplacements sont réalisés à vélo, 53 en voiture. Encore, donc on a un territoire où il y a encore 53% des déplacements en voiture et puis 32% de déplacements piétons. Donc on voit bien qu'on a un enjeu aujourd'hui
aussi, certes, de renforcer l'offre en TC, en transport en commun, mais pas seulement. C'est-à-dire comment aujourd'hui, vous parliez d'innovation, on peut amener à parler mobilité globale. Et par exemple, un des sujets, ça peut être de faire que notre voiture devienne un transport en commun. Donc nous, on a des problématiques à se poser comme ça, c'est-à-dire quelles sont les nouvelles possibilités pour un syndicat des mobilités, pour une autorité de transport, d'intervenir, comment les pouvoirs publics, en quelque sorte, peuvent intervenir sur tous les champs des possibles en termes de mobilité et pas uniquement le transport en commun. Donc c'est là où on va chercher à innover, mais je pense qu'on rentrera un peu plus en détail tout à l'heure. Exactement, donc là on va parler d'intermodalité. Donc comment créer justement une complémentarité effective entre les réseaux structurants et de transport et les mobilités douces en fait. Vous parlez de complémentarité, là voilà, c'est un aspect. Je pense que déjà, au-delà de nos stratégies, le développement de l'usage du vélo, des trottinettes, etc., l'explosion dans notre région nous oblige à répondre à cette demande et aussi anticiper, à faire évoluer nos matériels, nos services et la façon dont on va penser l'intermodalité de demain. Nous, au niveau ferroviaire, par exemple, depuis de nombreuses années avec Pays de la Loire, on a développé ce qu'on appelle l'Interloire, c'est-à-dire un système jumbo vélo avec des rames dédiées avec un service pour garder les vélos, pour les vélos touristes. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, même avec ces systèmes-là, cette vision peut paraître un peu ancienne, aujourd'hui, on est submergé par l'arrivée de vélos, notamment cet été. Alors l'été, ça commence en région Centre-Val de Loire, il faut venir. Ça commence mi-mai et ça se termine mi-octobre. Donc, je crois qu'il est important qu'on réfléchisse différemment, qu'on prévoit beaucoup plus de location de vélos, de garage à vélo pour l'usage quotidien, d'un port vélo encore plus important. Et puis, par exemple, cette année, on développe sur nos lignes régulières, sur les lignes régulières routières, des cars avec des racks vélos où on peut faire de l'intermodalité. Et je crois que c'est essentiel. C'est essentiel de penser demain, pas uniquement l'intermodalité, multi-usage. Je crois que nous, quand on réfléchit au train léger, qu'on mettra en 2030, 2035 sur les lignes notamment de l'étoile ferroviaire de Tours, on aura du multi-usage. Ça sera bien sûr de l'intermodalité, bien sûr du passager, mais ça peut être du petit colis, etc. Donc on réfléchit déjà, au-delà de l'intermodalité, à la fonction du multi-usage dans demain les transports en commun, qu'ils soient ferroviaires ou routiers. Wilfried Schwartz, sur cette question. Cette question-là, en effet, elle est pas nouvelle, hein, puisqu'on s'était déjà posé avec le plan de déplacement urbain de 2013. Donc la question de l'intermodalité était déjà très 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 présente. Elle s'est en effet renforcée avec le multi-usage, comme le disait tout à l'heure vice-président de la région. Et puis donc du coup, comment on accompagne tout ça? Donc sur le volet nous schéma cyclable, on a pris la décision d'investir pour les 4 prochaines années 77 millions d'euros pour établir un schéma cyclable structurant sur l'ensemble de la métropole, donc avec plusieurs itinéraires traversants, extrêmement structurants et qui font le lien en effet avec le périurbain, voire le rural, hein, puisque ces itinéraires cyclables vont assez loin, vont jusqu'au bout de la métropole. Se pose après la question de la jonction avec les autres communautés de communes. Donc ça nous force aussi à travailler avec nos collègues des communautés de communes pour avoir un schéma cyclable qui finalement presque un schéma cyclable départemental et qui a quand même pour but principal de faire évoluer l'usage au quotidien du vélo et de se rendre au travail à vélo. Mais pour tout ça, il faut que ce soit pratique et qu'il y ait les investissements nécessaires. Après, effectivement, c'est le lien aussi avec le tramway. Donc, comment est-ce d'ailleurs, c'est une question à se poser, est-ce vraiment pertinent de rentrer à vélo dans un tramway? Peut-être pas.
Donc c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup développé les garages à vélo sur les principales plateformes intermodales au niveau des principales stations du tramway. Donc, il y a la possibilité avec la carte d'abonnement Fil Bleu, qui est notre réseau de bus, bien de pouvoir garer son vélo gratuitement lorsqu'on est abonné Fil Bleu en toute sécurité. Hein. Ce sont des abris vélos sécurisés. Donc voilà, il faut qu'on arrive à trouver vraiment faciliter la vie des gens pour faciliter l'usage de tous ces modes de transport, en particulier le vélo. La location de vélo, je disais concrètement, on a mis en place la possibilité de louer des vélos de longue durée. C'est 3 € par mois à Tours, c'est les Vélocity. Vous allez à l'accueil Vélo Rando, qui est un espace qui est près de la gare de Tours, où vous pouvez avoir toutes les informations à la fois pour faire des randonnées le week-end, mais où vous allez louer, vous allez établir votre contrat pour louer votre vélo, vous allez pouvoir le réparer, il y a des ateliers réparation. Donc en fait, c'est tout un système vélo qu'on met en place et qui est très très en lien avec les autres modes de transport en commun. En fait, aussi, un autre sujet, c'est de dire, on a mis également une opération avec Fil Bleu. On a fait un mois sans la voiture. C'est-à-dire, est-ce possible de vivre sur un territoire urbain un mois sans sa voiture, donc urbain et périurbain. Donc, c'est les défis qu'un certain nombre de nos concitoyens ont pu du coup atteindre, pas toujours simple, quelques pistes d'amélioration, mais voilà, je le disais, je pense que le rôle aujourd'hui des autorités de transport, c'est d'offrir vraiment un panel global de mobilité et pas uniquement TC, quoi. La question de la cohésion du territoire, justement, on va y passer juste après, mais avant ça, donc l'usage du numérique, est-ce que c'est une solution efficace pour vous, et puis quid du MaaS? Oui, c'est bien sûr, on porte un service MaaS ensemble. On l'appelle dans la région JV Malin, c'est toutes les autorités organisatrices de mobilité. C'est un système en pleine évolution. Il est bien évident que aujourd'hui, les usagers, alors moi je suis encore usager, certains clients, on va les appeler les voyageurs. Les utilisateurs ont besoin d'un système qui soit simple, lisible, adaptable, qui comprenne toutes les offres de transport, qu'elles soient publiques, privées, de toutes les collectivités, et mais vraiment même d'un micro-territoire, ça peut être une offre associative, et puis qu'on puisse payer en ligne. Mais ça ne veut pas dire que ça va résoudre tous les problèmes. Nous, on développe une offre de service qui s'appelle le conseil en mobilité, c'est-à-dire aujourd'hui, on crée un service de relation pour les personnes qui ne sont pas autonomes en termes de mobilité. Et parce que je crois qu'il faut, mais comme tout, il faut rééquilibrer entre le développement du numérique, qui est essentiel, et la présence humaine. Nous, dans notre convention TER, on n'a pas fermé de guichet, mais on va faire évoluer les métiers. Et aussi, on crée des postes sur l'ensemble des territoires ruraux pour accompagner les personnes qui ne sont pas autonomes, mais un accompagnement qui soit fort et durable. Donc, je crois qu'il faut les deux. Il faut le développement du numérique, mais aussi renforcer l'accompagnement physique, parce que beaucoup de nos concitoyens en ont besoin, si on ne veut pas, un déclassement pour certaines catégories de population. Très bien. Wilfried Ford. Non, simplement pour compléter sur le dispositif JV Malin, c'est en effet un dispositif sur lequel on travaille avec la région. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir préparer son voyage sur cette application. On peut préparer son trajet, bus, train, vélo, parking, mais aujourd'hui, on a besoin sans doute d'aller encore un peu plus loin, puisqu'on peut pas payer son abonnement. On n'a pas une tarification unique, notamment. Donc ça, c'est des pistes de réflexion qu'on a ensemble. On a des réunions de travail là-dessus. On peut télécharger ces différents abonnements sur une même carte, mais on a quand même encore un travail à réfléchir pour simplifier encore la vie de nos usagers et sans doute essayer de trouver un moyen avec une seule tarification d'offrir une facilité de switcher d'un moyen de transport à un autre. Ça, c'est encore une difficulté à régler. Heureusement qu'il y a encore des sujets à travailler. Très bien, oui, ça j'imagine. La tâche est lourde et longue encore. Juste sur la cohésion des territoires, parce que j'avais dit qu'on y revenait. Donc, à quel niveau donc le développement des mobilités durables est un levier finalement pour cette cohésion?
Je crois que souvent on oppose les territoires ruraux et urbains. Je vais prendre l'exemple de l'étoile ferroviaire de Tours. Il est bien évident que quand on réouvre après travaux la ligne ferroviaire Tours-Loche, qui est en partie sur la métropole et en partie sur un territoire beaucoup plus rural, on permet le développement des territoires et l'évolution des territoires. Quand on renforce l'offre sur cette ligne, on travaille ensemble entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Je crois qu'il faut qu'on repense et que peut-être beaucoup plus dans notre façon de parler que dans notre façon d'agir, parce qu'on agit souvent de manière extrêmement cohérente, mais il faut qu'on arrête d'opposer les uns aux autres. Je crois qu'il faut qu'on rééquilibre, bien sûr, le développement des mobilités en milieu rural. Je le dis, ça doit se faire sur, bien sûr, les services, sur les infrastructures et aussi sur le développement d'énergies renouvelables et d'évolution des motorisations sur les territoires. On doit accompagner, nous on accompagne les territoires ruraux avec les territoires urbains pour ces développements-là. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on rééquilibre. Autrement, les gens nous le disent. Moi, je le dis de manière assez crue. J'ai tenu un bureau de vote 4 dimanches ce printemps et j'ai vu les résultats. Donc, il faut vraiment aujourd'hui il n'y ait pas de territoire perdu de la République et d'habitants perdus dans la République. Donc, c'est des enjeux qui sont considérables, des enjeux financiers qui vont être considérables, mais des enjeux sur lesquels nous, on travaille avec les communautés de communes rurales sur, par exemple, le développement de l'offre de transport à la demande à l'usage. On va voir les communautés de communes en disant quels sont les usages collectifs sur lesquels vous voulez qu'on travaille en termes de mobilité. Ça peut être une navette marché, aller vers la maison de santé pluridisciplinaire, aller pour aller vers une saison culturelle avec des représentations. Donc on a ça, on développe aussi les voitures en autopartage. Donc je crois que on a véritablement aujourd'hui un enjeu territorial qui est extrêmement important, un enjeu de cohésion territoriale qui est extrêmement important. Quelque chose à ajouter sur la cohésion ? Alors oui, déjà concrètement, nous on pratique le même tarif pour nos transports en commun que l'on habite en plein cœur urbain de la métropole, en zone rurale. C'est exactement le même tarif, le ticket à l'unité, l'abonnement. Donc ça, c'est déjà aussi un exemple d'égalité de traitement de nos usagers et de solidarité territoriale, c'est bien évident et c'est un vrai choix de la collectivité parce que ça va de soi, mais le coût de transport est évidemment pas le même quand on transporte un passager, un usager qui est à l'autre bout du territoire métropolitain ou à l'autre bout du territoire du syndicat des mobilités que celui qui est en cœur urbain. Donc c'est évidemment, ça déjà, ce sont des choix de politique publique. Il pourrait y avoir un tarif différencié puisque du coup, on pourrait aussi faire plusieurs zones. Donc nous, dans nos territoires qui ne sont pas, on l'a dit, des grands territoires, mais qui peuvent être rapidement aussi confrontés à la fracture territoriale, à des inégalités aussi de notre population. Important de le faire, autant plus important d'avoir ce même traitement tarifaire au moment où on a les explosions des coûts de l'énergie. Il faut que nos concitoyens puissent utiliser les transports en commun et avoir toutes les facilités pour le faire. Je rejoins ce que tu disais sur la question aussi de nous, on l'a appelé ça Résabus, donc le transport à la demande. Je pense que c'est aussi une solution très importante pour multiplier l'offre de transport. Alors on a décidé nous de le faire aussi pour toutes et tous, c'est-à-dire que en effet, peu importe son âge, peu importe la raison de son déplacement, pour le prix d'un ticket de bus, vous avez une petite navette ou un taxi qui vient à votre porte, vous cherchez, vous emmenez après sur des points de destination précis. Donc ça, c'est une solution parce que c'est vrai que il y a encore un sentiment où chacun veut sa ligne de bus devant chez lui et c'est pas toujours pertinent. On va pas faire rouler des bus à vide. Même chose, d'autant plus quand les coûts de l'énergie augmentent. Et donc là, vous avez un bus que vous pouvez réserver à une navette, un bus que vous pouvez réserver seulement une demi-heure avant. Donc c'est presque
presque mieux que des fois que les Uber. Donc une demi-heure avant, vous réservez votre transport et donc du coup la navette vient vous chercher, que vous soyez en zone rurale, en zone périurbaine ou en zone très très urbaine. Donc là, on a un exemple d'une nouvelle conception des mobilités. Je rajoute pas ce que tu as dit, mais évidemment, un de nos enjeux, je vous l'ai dit au départ, quand vous avez 53% de votre population qui utilise la voiture, ils le font souvent en autosolisme. Donc on a à peine plus d'une personne par véhicule, en particulier aux heures de pointe pour les trajets domicile-travail. Donc là, il y a un certain nombre d'applications qui se sont développées pour encourager le covoiturage domicile-travail. Donc nous sommes aussi engagés dans ce dispositif. Un autre point pour terminer par rapport à ça, faut pas oublier aussi que le transport, nous on a deux recettes, les recettes de l'usager, puis les recettes des entreprises. On a la CCI aujourd'hui, donc ça me paraît important d'en parler avec le versement mobilité. Et donc une des préoccupations aussi d'un syndicat des mobilités, c'est d'avoir une offre de transport qui soit adaptée aussi aux horaires des entreprises. Et on le sait bien, des transports en commun type bus, des fois ça fonctionne pas pour des horaires en 3/8. Donc comment on fait pour trouver et offrir une autre offre de mobilité? Par exemple, des solutions de covoiturage auxquelles participe le syndicat des mobilités en finançant cette application. C'est un moyen aussi de répondre à des besoins d'entreprise pour faire venir des salariés à toute heure de la journée. Et ça, c'est aussi, je pense, répondre à un besoin. Et c'est un juste retour. On parle beaucoup de la contribution, de l'impôt, de la taxe, donc le versement mobilité, c'est en effet une contribution, et ça nous paraît important de répondre aussi à un besoin exprimé par l'un de nos financeurs. Merci. Alors, vous avez déjà commencé à répondre un peu à l'aspect innovation. Allez-y, peut-être on va développer sur l'innovation. Pour compléter ce que dit Wilfried. Bien sûr. Nous, on est confronté à la même chose, sauf qu'on peut pas on n'a pas le droit de lever le versement mobilité. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se sont installées à la lisière des métropoles pour pas avoir moins de fiscalité, on peut le dire quand même. Mais elles souhaitent avoir les mêmes services que si elles sont dans l'espace métropolitain, donc elles viennent nous voir, on travaille avec elles. Je crois qu'il va falloir à un moment donné qu'il y ait une adéquation entre le développement des mobilités et le versement mobilité, lever le versement mobilité, parce que on le voit, ces entreprises elles profitent des salariés de la métropole, des services de la métropole, et globalement elles paient pas la fiscalité qui doit être la sienne, qui est la leur d'ailleurs. Donc je crois que c'est important que les régions puissent à terme lever un versement mobilité. Alors peut-être pas au même niveau que les métropoles, mais on le voit aujourd'hui, continuer à développer des services parce qu'autrement on arrivera rapidement au bout d'une histoire. Je ne sais pas si ça peut être classé dans les innovations à venir. Innovation sociale et fiscale. Voilà, on est dans l'innovation. Là, justement, de manière générale, alors je vous pose la question à vous deux, quelle place justement laisser à l'innovation, c'est vraiment une question très large, dans les transports, mais dans un objectif de décarbonation. Vous avez déjà commencé un peu à en parler, mais... Alors, les applications, par exemple, qui développent le covoiturage, ce serait une réponse assez attendue sur l'innovation. C'est pour ça que je vais pas vous en parler puisque je viens de le faire. Mais je vais choisir un autre exemple. C'est tout ce qui concerne l'économie sociale et solidaire. Nous avons décidé d'encourager tout ce qui est le reconditionnement des vélos. Alors, je m'explique. On a profité de la création d'une société coopérative qui s'appelle Veloop, qui du coup recycle des anciens vélos et les reconditionne, les remet à neuf entièrement. Et on a décidé d'aider cette coopérative, cette entreprise coopérative, en subventionnant on la subventionne à hauteur de 30 000 €. Et la contrepartie, c'est de mettre en place un système qui s'appelle le vélo solidaire. Le vélo solidaire, c'est permettre à des personnes en fragilité, mais qui peuvent travailler aussi, parce que quand vous avez beaucoup quand même de personnes dans notre société qui travaillent, qui ont des petits emplois, pareil, je parlais à des horaires décalés, qui ont pas les moyens aussi d'avoir une voiture, et puis d'ailleurs en plein centre-ville, c'est pas toujours pertinent d'avoir sa voiture, et donc pour 50 € maximum, c'est établi sur les règles du QF, pour 50 € maximum, elles peuvent avoir un vélo, le quotient familial. Elles peuvent avoir un vélo qui est un vélo certes reconditionné,
donc qui correspond aux objectifs de l'économie sociale et solidaire, mais surtout, c'est un moyen de transport. Et ça, c'est un dispositif vélo solidaire financé par le syndicat des mobilités. Donc, vous voyez, sur la politique des mobilités, on va aujourd'hui chercher à innover, peut-être là où on nous attendait pas forcément, et en tout cas pas forcément toujours l'innovation au sens application internet, nouvelle mobilité, innovation par le numérique, même si évidemment on y est très attaché, qu'on a mis en place le paiement sans contact dans nos bus, qu'on cherche constamment à améliorer aussi l'innovation par le numérique, mais pas seulement. Merci Philippe Fournier, donc à la région Centre-Val de Loire. Donc quels sont vos maîtres mots du coup à ce sujet donc Alors, moi aussi, je pourrais vous parler du fait que d'ici 2028, il n'y aura plus un car diesel sur la ligne régulière, que d'ici 2032, il faut le dire. Il faut le dire, et il n'y aura plus un train sur les lignes de desserte fine du territoire qui sera diesel, etc., etc. Moi, je veux revenir aussi à quelque chose, alors atypique, parce qu'on était, je pense qu'avec la région Occitanie qui nous a rejoint, on est 2 régions à le faire, c'est la gratuité des transports scolaires. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi comme durable? On a pris la compétence, on a eu la compétence transport scolaire, on l'a prise le 1er septembre 2017. Le 1er septembre 2017, pour les 75 000 familles et les 115 000 enfants, ça a été la gratuité. Gratuité des transports scolaires, c'est-à-dire 12 millions d'euros de pouvoir d'achat redonnés chaque année à 75 000 familles. Vous allez me dire, oui, ok, mais déjà, ça c'est durable, parce que ça a un côté solidaire et social. Le deuxième élément, pour nous, c'était l'égalité territoriale, l'accès à l'éducation, et le troisième élément qu'on n'avait pas vu venir. Bon, je le dis, mais c'est-à-dire on a mis en place en plus une billettique embarquée, donc on a tout un ensemble de données sur les transports scolaires, et tous les matins, par rapport à ce qui se passait avant et l'évolution, on l'a vu, c'est 900 voyages solo en moins qui se font, 900 voyages, 900 parents qui amenaient leurs enfants en voiture et qui se font plus. Et je crois que c'est un investissement aujourd'hui. Là, c'est un vrai investissement. C'est vertueux, hein, on voit bien. Ouais. C'est vertueux. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la suite? Quels sont vos prochains projets, enfin vos rêves peut-être, pour vos territoires sur le sujet? Alors nous, je sais pas s'il y a un rêve, mais c'est le train. C'est de poursuivre le travail avec la région aussi, parce que on aimerait retrouver un système aussi qui était de desservir la gare de Saint-Pierre-des-Corps plus régulièrement, Saint-Pierre, Tours, la ville aux Dames, et d'utiliser pleinement cette étoile ferroviaire dont on n'a pas beaucoup parlé là, mais et donc du coup mettre en place le schéma express métropolitain. Donc ça, c'est un travail cette fois-ci on ne peut pas faire seul, puisqu'on doit le faire avec l'autorité de transport régionale. Donc, on a ce travail à faire avec la SNCF également c'est encouragé par le gouvernement pour pouvoir développer ce schéma express métropolitain en pleine complémentarité avec ce que je viens d'évoquer, la politique globale des mobilités. Donc, c'est un prochain travail sur lequel on se met à organiser nos réunions. C'est pas le seul. Nous, on a le projet de notre 2e ligne de tramway. C'est compliqué parce que les coûts ont explosé. Que ce soit comme tout le monde, un coût des matériaux, évidemment, l'inflation. Donc c'est assez inquiétant cette explosion aujourd'hui des coûts pour les gros projets d'infrastructure. Ça peut remettre en question. Bien sûr. À votre niveau-là. Bien sûr, puisqu'on est sur l'explosion aussi des taux d'emprunt. Quand vous aviez un projet que vous aviez calculé sur la base d'un financement à un taux d'1%, que vous êtes à 2,5, 3, bien ça change la donne. Et là, je crois vraiment qu'il va falloir une intervention de l'État sur cette problématique. Et Philippe Fournier, du coup, alors le réseau de transport régional, il s'appelle Rémi. Mon rêve, c'est de voir et sur tous les territoires de la région. Alors là où la région
et autorités organisatrices de mobilité, des services extrêmement divers. Ça peut aller du train à voiture en autopartage, au transport à la demande, aux cars scolaires. Quelque chose d'extrêmement cohérent, mais simple d'utilisation, ouvert à tout le monde. Et je crois que ça sera important, avec quand même, je l'espère, ça c'est un rêve, j'espère pas illusoire, que le gouvernement ou un futur gouvernement prendra en compte le vrai problème des infrastructures ferroviaires dont il est responsable. Je vous remercie beaucoup, messieurs. C'est la fin de cette table ronde. À très bientôt à tous et merci aux participants dans la salle.